Donc, il faut, s'il vous plaît, il faut éteindre les micros. Voilà, très bien. Professeur, nous excusons pour ce... Oui, il y a eu une Oui, coupure. une coupure, oui. Allez-y, je vous Voilà. en prie. Je pense que là, Là, c'est rétabli. oui, oui, c'est rétabli. Oui. Alors là, cette politique qui s'est engagée donc au cours du XXe siècle, hein, politique à la fois de prévention des risques, hein, et de répression des risques causés à autrui, hein, euh, cette politique n'a pas, comme je le disais, supprimé la nécessité d'indemniser les victimes et précisément d'indemniser les consommateurs. Alors, les pouvoirs publics, hein, euh, se sont emparés précisément de cette question importante, de cette question d'indemnisation, hein, et cette question, elle a été traitée par les autorités communautaires, hein, à travers donc la directive, hein, directive importante, cette directive du Conseil des communautés du 25 juillet 1985, directive 85-374, hein, du 25 juillet 1985, qui est relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires des États membres de la communauté en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Donc, cette politique s'est engagée tout au long du XXe siècle, euh, a trouvé aussi son expression dans l'intervention des autorités communautaires, voulant assurer l'indemnisation des victimes de ces produits qui présentent tel ou tel défaut. Et l'indemnisation, elle est organisée à travers donc, cette directive de 1985, hein, sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc le texte sur lequel nous allons raisonner est le texte donc, qui fixe aujourd'hui cette responsabilité des producteurs et donc cette fameuse directive. Alors, comme vous le savez, les directives communautaires, elles doivent être euh, appliquées, mises en œuvre par les différentes législations des États membres de l'Union européenne. La directive euh, fixe simplement des résultats et il appartient aux différents législateurs de prendre des mesures pour mettre en œuvre la directive, en respectant naturellement les objectifs de la directive. Alors, le droit français, le législateur français, après quelques retards, quelques hésitations, hein, a pris justement des dispositions pour mettre en œuvre cette directive de 1985. Et les textes ont été intégrés, c'est dire leur importance, hein, dans dans le code civil Donc, lui-même, hein, donc, je vais dans les... demander juste, excusez-moi, professeur, je vais demander, et c'est pour la dernière fois, je vais demander à tous les intervenants de couper leur micro. Merci. Je vous en prie, professeur Alice. Donc la directive a été implémentée, comme on dit, appliquée, mise en œuvre dans l'ordre juridique interne des différents États, hein. Et pour ce qui est de la France, donc cette directive a été intégrée par une loi de 1998, et cette loi de 1998, on la retrouve donc dans le Code civil, hein, dans les anciens articles 1386 1 et suivants, et aujourd'hui, depuis la réforme du droit des obligations de 2016, dans les articles 1245 hein, à 1245 17. Donc nous avons dans le Code civil français donc la reprise des dispositions de la directive de 1985. Alors ce qui vaut pour la France vaut pour tous les États membres de l'Union européenne, vaut pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et donc, dans l'Union européenne, les textes sur
la protection des acheteurs, hein, lorsque les produits ne sont pas sont atteints de certains défauts, hein, dans l'Union européenne. Donc les textes sont pratiquement les mêmes. Quelques nuances près, bien entendu, mais les textes sont les mêmes. Et ces textes ont donné lieu à une jurisprudence. Hein. On aura l'occasion de citer quelques arrêts récents, hein, importants, hein, concernant aussi bien des médicaments défectueux que des produits phytosanitaires et qui n'ont pas donné satisfaction. Hein. Alors, on s'était demandé précisément, lorsque la directive a été prise, on s'était demandé si le système de responsabilité mis au point par la directive, hein, pouvait coexister avec le système prévu par le Donc, Code civil et je me par la permets juste, jurisprudence. Oui, professeur, je me permets juste de vous interrompre. En ce qui concerne la directive de 85, il est bien stipulé que, il est bien indiqué que les droits nationaux doivent intervenir pour la réadaptation de leurs textes nationaux avant le 30 juillet oui, 88. Donc, et là, on voit que la France a eu un retard d'une la- dizaine d'années oui. à transposer cette directive-là. Exactement, vous avez raison de le souligner. La France a été un mauvais élève, hein, si j'ose dire, dans ce domaine. Ceci parce que le droit français est un droit bon, très développé sur cette question. Il y a beaucoup de jurisprudence, beaucoup de textes, et on se demandait précisément comment on pouvait appliquer cette directive. Est-ce qu'il fallait tenir compte aussi des textes existants ou il fallait valoriser la directive, hein, alors, c'est la raison pour laquelle les législateurs français a tardé à appliquer cette loi de 1998. La France s'est fait taper sur les doigts, mais finalement, hein, donc, la directive a été intégrée, et on a considéré que euh, précisément lorsque on était en présence de produits défectueux, hein, il ne fallait plus tenir compte des règles qui avaient été dégagées auparavant, il fallait tenir compte donc de la directive et de son application par la loi de 1998. Donc le juge il doit, lorsqu'il y a un problème de produit défectueux, hein, le juge ne peut pas se fonder sur des vieux concepts de responsabilité, hein, issus donc du code de 1804, mais le juge doit tenir compte, hein, de la directive de 1985 et puis donc de la loi qui implémente la directive de 1985. Alors, cette, euh, cette directive donc, apporte un certain nombre de réponses. Elle est de nature à protéger les acquéreurs. Euh, J'ajouterais que, toujours dans cette présentation générale, que la directive, elle concerne les problèmes de sécurité, hein. Alors, il y a d'autres questions qui peuvent se poser en matière de vente, hein. C'est des questions qui concernent la conformité des produits. Ce n'est pas exactement la même chose, hein. Et pour ce qui est de la conformité, hein, il Je tiens existe, juste à oui, signaler que le cours précédent qui a été fait jeudi dernier traitait exactement de l'obligation de voilà, sécurité et l'obligation de voilà, conformité des produits. voilà, Donc, la succession des cours étant une succession logique en ce sens pour oui, les... c'est ça. Donc, l'obligation de conformité, le thème de la conformité, a donné lieu également à une directive européenne. C'est la fameuse directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties de biens de consommation, hein. Une directive qui concerne donc la conformité dans dans les contrats de consommation. Alors, nous parlons ici donc de, 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 de la sécurité qui est indépendante de l'obligation de conformité. Alors,
ce système de responsabilité qui a été mis au point par la directive, ce système présente trois caractères, hein. Je dirais d'abord que l'obligation légale de sécurité, donc qui pèse sur le producteur, comme on le verra, l'obligation relève de la responsabilité civile, hein, et constitue, si je veux dire, un aspect particulier, hein, du droit des délits spéciaux, hein. Donc il y a des règles générales sur la responsabilité, pour faute, sur la responsabilité qui pèse sur les gardiens de choses, hein, donc des règles générales, mais il y a aujourd'hui maintenant, à côté de ce droit général, des droits spéciaux plus particuliers qui dérogent sur certains points au droit commun, hein. Donc, vous voyez comment le droit se construit. Euh, le droit se construit à partir de principes généraux, de règles communes, et on peut se rendre compte parfois que les règles communes sont insuffisantes, ne sont pas suffisamment protectrices, et c'est la raison pour laquelle ces règles communes se trouvent complétées par des règles spéciales. Euh, Ainsi en est-il, par exemple, pour les accidents de la circulation, hein. En France, on s'est rendu compte que la responsabilité qui pèse, qui pèse sur le gardien d'une automobile, bon, n'était pas suffisante pour assurer la protection des victimes des accidents de la circulation, d'où la loi de 1985, hein, sur les accidents de la circulation. Je crois savoir que en Algérie, vous avez aussi, hein, une loi spéciale, hein, sur les accidents de la circulation, hein, de manière à protéger, avec des problèmes d'assurance, bien entendu, hein, et de manière à protéger davantage les victimes. En l'occurrence, c'est le phénomène est le même. Donc le droit commun, euh, qui est intéressant, le droit commun euh, a été considéré S'essouffle un comme... peu, hein. Pardon? Oui. Oui, le droit S'essouffle, commun a le été droit commun considéré comme s'essouffle. insuffisant et donc il est complété par des dispositions plus particulières. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, non, donc je disais juste que vous avez totalement raison. En ce qui concerne le droit algérien, nous avons aussi des règles, des règles spécifiques en matière de responsabilité, Voilà. surtout pour en ce qui concerne les accidents de circulation, les indemnisations des accidents ou bien des catastrophes naturelles, etc. Donc nous avons souvent, comme en France comme ailleurs, des fonds spéciaux d'indemnisation où le jeu de la responsabilité civile n'est pas celui de la responsabilité délictuelle communément connu par l'article 124 du Code civil algérien. Donc, il y a toujours des régimes spéciaux d'indemnisation ou bien des régimes spéciaux en matière de responsabilité civile. Voilà, donc ça c'est le phénomène, un phénomène intéressant. Donc c'est le phénomène de la spécialisation de la règle de droit, hein. Donc le droit commun demeure, mais le droit commun ne permet pas toujours de bien traiter une question particulière, d'où euh, un droit spécial. Et on voit apparaître dans le domaine de la responsabilité civile, précisément, des droits spéciaux, hein. Accident de la circulation, et puis, pour ce qui nous concerne ici, euh, responsabilité pour les produits défectueux. Deuxième caractère, c'est que cette obligation légale de sécurité qui découle de la directive, cette obligation de sécurité du fait des produits défectueux, est un régime de responsabilité assez original, hein, en ce sens que la responsabilité, nous le verrons, est une responsabilité qui est, je dirais, qui est mixte. Elle est à la fois objective, mais on prend également en considération la faute, hein. Je dirais que l'obligation légale de sécurité du fait des produits défectueux, hein, est prima facie, de prime abord, une responsabilité objective, hein. Il n'est pas nécessaire de prouver la faute du producteur. Bon, euh,
Donc on est en présence, en quelque sorte, d'une responsabilité, peut-être pas d'une responsabilité de plein droit, mais en tout cas d'une responsabilité objective, pas nécessaire de prouver la faute. Cependant, hein, comme souvent du reste, dans le droit de la responsabilité, hein, la faute continue de jouer un rôle, hein, et elle joue un rôle notamment, nous le verrons, pour l'exonération de responsabilité, l'exonération notamment pour risque de développement, hein, ce qui, au fond, revient à ce que revient pour le producteur à démontrer, qui est a priori responsable, à démontrer qu'il n'a pas commis de faute, hein. Donc la faute, hein, elle reste présente dans ce système de responsabilité, hein. Ceci parce que, me semble-t-il, la notion de faute, elle est consubstantielle, si j'ose dire, à la société contemporaine. Et il faut toujours moraliser les rapports entre les citoyens, les rapports entre les entreprises et les particuliers. Et donc, je crois qu'il est difficile de faire disparaître la notion de faute, qui a toujours une certaine connotation morale. Il y a toujours des Donc, tentatives, hein. voilà. Même si l'on veut construire un système totalement objectif, bien, la faute, elle va nécessairement réapparaître d'une certaine manière. Et là, en l'occurrence, la notion de faute, elle apparaît à travers les exonérations dont le producteur peut se prévaloir. De même, dans le droit des accidents de la circulation, le système est a priori un système objectif, mais néanmoins, hein, on peut prendre en considération la faute, notamment la faute inexcusable du piéton, hein. Bon. Donc le système est un système objectif, mais on ne peut pas dire qu'il soit intégralement objectif. Et troisième caractère, hein, est que l'obligation légale de sécurité, hein, du fait des produits défectueux, c'est un régime de responsabilité, je dirais de responsabilité extra-contractuelle, hein, parce que ce régime bénéficie à toute victime d'un défaut du produit, que la victime soit liée au producteur par un contrat ou que la victime ne soit pas liée au producteur par un contrat, hein. Donc, vous savez qu'on distingue normalement la responsabilité contractuelle, hein, d'un côté, qui naît dans les rapports entre les parties contractantes, et puis la responsabilité extra-contractuelle, qui naît dans les rapports entre des personnes qui ne sont pas engagées dans des relations contractuelles. Là, en l'occurrence, je dirais qu'on transcende cette distinction contractuelle-délictuelle en considérant que le système joue, hein, en toute hypothèse, que la victime soit liée au producteur par un contrat ou qu'il n'y ait pas de contrat entre la victime et le producteur. Alors, donc le système est peut-être avant tout un système, je dirais, un système légal plus que contractuel ou délictuel. C'est un système, encore une fois, qui est donc original. Mais là aussi, la distinction entre le contractuel et le délictuel, c'est une distinction classique, hein, qu'il faut connaître, qu'il faut bien maîtriser, bien entendu. Il n'y a pas de cumul entre les deux ordres de responsabilité, mais on voit apparaître que dans certains domaines, on raisonne plus en termes de statut, hein. Donc le professionnel a un statut, il y a un statut légal euh, qui s'impose aux parties contractantes, mais qui s'impose également aux tiers, hein. Et donc les tiers doivent respecter aussi le statut et ne peuvent engager une responsabilité qu'en application des textes qui constituent ce statut, hein. Là, c'est une autre évolution importante du droit de la responsabilité qui s'exprime à travers la directive de 1985, en ce sens que la, la distinction classique contractuelle délictuelle, cette distinction, elle est, en quelque sorte, elle est transcendée, hein, par un système qui s'applique en toute hypothèse
que la victime soit une partie contractante ou que la victime soit un tiers. Alors, sous le bénéfice de ces premières observations, hein, je vous propose de rendre compte de la directive et du système de responsabilité, hein, issu de la directive, autour de deux thèmes, deux questions. Hein, deux questions. D'abord, le domaine de la responsabilité, donc l'étendue de la responsabilité. Et nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, le régime de cette responsabilité du fait des produits défectueux. Alors d'abord, premier thème, le domaine de la responsabilité. Alors le producteur, je reprends l'article 1er de la directive, le producteur, on verra qui est le producteur, fabricant d'un produit, mais pas nécessairement, hein, quelqu'un qui met un produit dans l'économie, hein, met en circulation un produit dans l'économie, hein. Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Alors, cela conduit à préciser le domaine de la responsabilité quant aux produits eux-mêmes et ensuite quant aux personnes, hein, producteurs d'un côté et puis de l'autre les victimes. Bon. Alors, première question à propos du domaine de la responsabilité. Comment concevoir le produit, hein, que faut-il entendre par produit, hein, y a-t-il une notion de produit, hein, et est-ce que tous les produits sont pris en considération? Et, comme le disait M. Atmani, le produit, il doit être mis en circulation, hein. Donc il faut justement s'interroger sur la notion de produit et sur la mise en circulation. Alors sur la notion de produit. Alors le produit, ici au sens de la directive de 1985, hein, n'a rien à voir avec le concept de produit dont parle le droit des biens. Vous savez que dans le droit des biens, hein, on parle de capital, on parle de produit, on parle de fruits. Hein. Une chose peut produire, hein, des fruits. Hein. Par exemple, une maison qui est louée, hein, et elle dégage des loyers. Et juridiquement, ces loyers sont des fruits. Hein. Mais la maison elle-même est un produit qui peut donc représenter un capital. Alors, le concept, ici, le concept de produit est un concept particulier, hein, qui ne doit pas être compris, hein, à l'aune donc des définitions du droit des biens. Et la directive, précisément, hein, la directive nous dit que le produit est tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. Hein, donc, tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, hein, de l'élevage, hein, de la chasse et de la pêche. Donc, une notion assez large de produit. Et le texte ajoute que l'électricité, hein, l'électricité est également considérée comme un produit. Bon. Donc voilà une définition qui est donnée dans l'article 2. Hein. Pour l'application de la présente directive, le terme produit désigne tout meuble, à l'exception des matières premières agricoles, bon, des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un meuble ou un immeuble, etc. Bon, donc il y a une définition, hein, donc, du produit qui est donnée par les textes. Alors, on s'est demandé précisément si, alors même que la notion de produit est entendue largement, hein, puisqu'on vise tout bien meuble, en principe, s'il n'y a pas un certain nombre de restrictions. Hein. Alors, est-ce que, par exemple, on peut considérer que
un déchet est un produit, hein. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, bon, les déchets bon, ont beaucoup d'importance, hein, et qu'il faut précisément prendre des mesures donc pour éliminer les déchets, bon, etc., etc. Bon, alors euh, là, il y a une question donc de protection de l'écologie, de l'environnement, hein. Est-ce que la directive, le texte est applicable aux déchets, euh, notamment aux déchets industriels? Une question qui a été posée, elle a des incidences, naturellement. Alors, on peut considérer, me semble-t-il, mais là, la discussion, elle est peut-être ouverte, que les déchets euh, industriels, en tout cas, qui résultent de la fabrication d'une chose, hein, les déchets bon, ne doivent pas être considérés comme des produits parce que les déchets, en principe, ils ne sont pas destinés à circuler, hein, contrairement aux produits traditionnels, hein. Bon, mais il reste néanmoins que certains déchets peuvent être vendus, hein, notamment pour être recyclés, hein. Euh, et donc là, on peut se demander si ces déchets peuvent être considérés comme des produits, hein. Euh, alors, il y a néanmoins une objection pour considérer que les déchets sont des produits au sens de la directive, une objection qui provient de ce que bah, le produit défectueux, hein, euh, n'est pas un produit naturellement dangereux, hein, mais un bien qui présente un défaut et qui rend le produit dangereux. Or, les déchets ne présentent pas en eux-mêmes un défaut, hein. Euh, et par conséquent, donc, on devrait, me semble-t-il, considérer que les déchets ne sont pas des produits. Alors, on peut discuter sur cette question, hein, il n'y a pas, de ma connaissance, de jurisprudence précise. On pourrait interpréter largement le texte et considérer que les déchets sont également des produits défectueux. Mais ce serait peut-être aller un Peut-être peu trop loin peut-être dans aussi l'interprétation du texte. il existe aussi des déchets qui sont naturellement Oui, dangereux, donc on ne peut oui, pas réutiliser pour la production voilà, d'autre c'est ça. chose. Ouais. Mais en tout cas, c'est une question intéressante, compte tenu aujourd'hui de la préoccupation, à juste titre, des pouvoirs publics et de la communauté internationale, hein, pour la protection de l'environnement, hein. Ça, c'est le droit de l'environnement aujourd'hui a pris beaucoup d'importance à juste titre, hein. Euh, alors, euh, euh, par ailleurs, euh, les, les produits, les produits de santé, hein, les produits à finalité sanitaire, hein, bon, peuvent être considérés, me semble-t-il, comme des produits, hein. Bon, cela dit, je ne connais pas la législation algérienne sur cette question, mais pour ce qui est de la législation française, hein, bon, les produits de santé, hein, euh, sont aujourd'hui visés par des textes spécifiques, hein, et notamment par une loi de 2002, hein, qui est intégrée dans le Code de la santé publique et qui prévoit que les professionnels de santé sont tenus d'une obligation de résultat quant aux produits de santé. Donc pour les produits de santé, en tout cas euh, en droit français, donc nous avons aujourd'hui un texte particulier, hein, donc, qui règle la question, euh, si bien que en droit Donc, français, les produits de santé donc, ne sont pas couverts, si je veux dire, par le texte sur la responsabilité des produits défectueux. Peut-être y a-t-il l'équivalent donc en pour droit nous, algérien dans le Code de la pour, santé publique. pour nous en Algérie, j'ignore Oui, s'il y a un texte bien spécifique en ce qui concerne la, la- la responsabilité en matière de... S'il y a une oui, loi spécifique en matière de responsabilité médicale des produits ou bien des produits, la défection des produits
des médicaments, mais en Algérie, on insère directement la responsabilité, par exemple, des pharmacies d'officine ou bien des laboratoires qui fabriquent les médicaments. On insère directement leur responsabilité en cas de défaut du produit dans la responsabilité des produits défectueux. Ça, on considère que le médicament doit avoir, doit avoir obligatoirement une certaine sécurité pour le consommateur et en cas de défaut, la responsabilité étant une responsabilité des produits défectueux. J'invite mes collègues, d'ailleurs, je souhaite la bienvenue parmi nous à professeur Blimen qui vient de nous rejoindre et professeur Grimes, s'ils ont quelque chose à ajouter en ce sens, qu'ils peuvent intervenir directement sans souci. Je vous en prie, professeur Alice. D'accord, ouais. Donc, j'ajouterais que toujours à propos des restrictions au regard de la notion de produit, on considère que les immeubles sont exclus, hein, donc des textes de cette responsabilité, hein, puisqu'on parle des biens meubles, euh, et de surcroît parce que les immeubles aussi ne sauraient être en principe mis en circulation, hein. Alors, cela dit, il y a donc on vise les choses, les biens meubles, mais il y a des extensions, hein. Euh, D'abord, donc des biens dont on peut se demander s'ils sont des produits, mais qui sont néanmoins considérés comme des produits et donnant lieu à la responsabilité donc, du fait des produits défectueux. Euh, Ainsi en est-il des biens, en tout cas en droit français, hein, des meubles qui sont incorporés dans un immeuble. Bon, euh, une autre extension concerne les produits naturels, les produits du sol, les produits de l'élevage, hein, les produits de la chasse et de la pêche. Alors, là, la directive ne le prévoit pas. Au contraire, hein, la directive considère que ces produits naturels ne sont pas couverts, mais dans le droit français, on a prévu expressément que ces produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche donnaient lieu à la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc, vous savez que le législateur peut toujours aller au-delà, le législateur national peut toujours aller au-delà de ce qui est prévu par une directive, ce qui a été fait en l'occurrence, et précisément par le législateur français pour protéger les acheteurs de produits agricoles, hein, ce qui est naturellement très, très important, hein. Euh, on a considéré également que les produits alimentaires, hein, l'eau, hein, notamment, hein, euh, et le problème s'est posé aussi pour la vache folle, hein. Et un temps, bon, il y avait des produits alimentaires, malheureusement, hein, des vaches qui étaient atteintes d'une maladie particulière, hein. Et donc, est-ce que ces vaches, la vache folle, hein, euh, c'était un produit défectueux, hein. Alors, effectivement, la réponse est positive, hein. Ces produits alimentaires sont considérés comme des produits défectueux s'ils présentent naturellement, ne présentent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Et euh, la notion de produit, hein, elle a été également appliquée à l'eau, hein. Ça, c'est important, hein. L'eau qui est le symbole même de la vie, hein. Et il arrive de temps en temps que des consommateurs, des acquéreurs, hein, des utilisateurs d'eau, hein, se plaignent auprès des distributeurs, hein, et donc recherchent la responsabilité de ces distributeurs, hein. Mais bon, Donc, pour là aussi, toutes ces la questions, professeur, responsabilité, oui, pour toutes ces questions que vous posez, est-ce qu'on peut considérer tel ou tel produit comme étant produit selon les termes de la directive de 85? Donc, souvent, nous avons des réponses à travers la jurisprudence. C'est la jurisprudence qui tranche sur ces questions,
Oui, peut-on considérer tel ou tel produit comme étant produit au sens de la directive de l'article 2 de la directive de 85, hein. oui, bien sûr, hein, bien sûr. Voilà, Et j'explique juste aux étudiants pour qu'ils comprennent bien que ces questions-là sont souvent objet de clarification via la jurisprudence. Voilà. oui. Ceci, vous l'avez compris, parce que la, dans dans le droit civil, on connaît les biens meubles et les biens immeubles. Là, on parle de produits, hein, c'est pas la même notion, notion peut-être plus moderne, mais il faut savoir exactement ce que recouvre cette notion de produit. Alors, on a quand même une notion assez large, hein, on comprend de manière assez large le produit, hein, euh, puisque les produits naturels, en tout cas en droit français, sont visés. On a également considéré que l'électricité, hein, l'électricité, hein, était, était un produit, hein. Euh, alors, cela ne va pas de soi, précisément, parce que l'électricité n'a pas un caractère corporel, hein. L'électricité a un caractère incorporel. Bon. Euh, et je dirais que dans d'autres textes juridiques, hein, l'électricité n'est pas considérée comme un bien de consommation, hein. La directive dont je parlais tout à l'heure, la directive de 1999 sur la conformité, hein, n'est pas applicable euh, à l'électricité. De même, la grande convention, là c'est une convention pour les professionnels, la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, et la convention de Vienne n'est pas applicable aux ventes d'électricité, hein, avec donc un régime particulier. Or, bon, l'électricité, c'est un bien aussi important que l'eau, hein. Le problème persiste, hein, quand même. Voilà. Oui, oui. Mais bon, là, la, 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 la question se pose, hein. Mais bon, la directive nous le dit, hein, le terme produit désigne également l'électricité, hein. Bon, donc l'électricité est considérée comme un produit, ce qui n'allait pas de soi, hein. Alors, on peut se demander ce qu'il en est d'autres biens incorporels, hein, notamment du gaz, bon, notamment, je ne sais pas, des ondes qui sont émises par les relais des téléphones mobiles. Bon, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des produits, hein? euh, je dirais aussi que pensez par exemple aux jeux vidéo qui peuvent causer parfois des traumatismes aux enfants. Bon, à travers donc l'émission d'ondes. Bon, et pas douteux que ces biens peuvent causer des dommages. Bon, euh, alors est-ce que ces biens rentrent dans le domaine de la directive? euh, Là, cela ne va pas de soi, mais à ma connaissance, nous n'avons pas encore de jurisprudence sur cette question, hein. Euh, le- le- on peut se poser la question, hein. De même, on peut se demander si les éléments du corps humain, hein, et les produits issus du corps humain, peuvent être considérés comme des produits, hein. Euh, bon, le sang, bon, euh, il y a eu en France donc une affaire importante sur le sang contaminé, hein, mais à l'époque donc la directive n'était pas encore en vigueur. Mais euh, là, me semble-t-il, difficile de considérer qu'on est en présence de produits au sens de la directive. Mais là également, je pose la question, hein. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur la notion de produit, hein. Donc c'est tout bien meuble, bon, avec un certain nombre d'exceptions d'après la directive, mais je trouve que le législateur français donc n'a pas pris en considération ces exceptions, notamment pour les produits, les matières premières agricoles ou les produits de ce type, hein. Donc, Euh, on pourra dire que le oui, législateur français oui, a pris une protection plus large que celle de la exactement. directive.
exactement. Ce qui est souvent le cas, hein, c'est souvent le cas du législateur français, qui est permis, face aux directives. On transpose, mais on transpose plus largement, largement. Voilà. en Peut-être faveur du parfois un peu consommateur. même, oui, c'est une politique de protection du consommateur.